Marchés émergents pour clore quasiment cette année 2019. C'est Bruno Vanier qui est à mes côtés en studio, le président de Gemway Assets. Bonjour et bienvenue Bruno. Bonjour. Qu'est-ce que vous retenez de l'année 2019 pour les marchés émergents en termes de performance? Il y a un peu de disparité, mais on peut dire que ce sont des marchés qui n'ont pas démérité, loin de là, et même certains d'entre eux font beaucoup mieux que les marchés européens. Les grands marchés européens. Ah ouais. Non, même en moyenne, l'indice émergent monte de un peu plus de 20%, 21% je crois. Comparé à l'Europe qui était à peu près 19%, donc c'est à peu près la même chose depuis le début de l'année. Certains marchés comme la Russie, même le Brésil, en dollars montent bien sûr plus que ça, sont les meilleurs, la Chine également. D'autres bien sûr comme l'Argentine est à plutôt moins 40%, oui. Compte tenu de l'énorme dévaluation qu'il y a eu courant l'été. Donc il y a une grande disparité dans les marchés émergents, mais retenez quand même que les plus gros, les briques en fait sont dans le haut du panier, avec l'exception peut-être de l'Inde qui a un peu déçu cette année en termes de performance. Ouais. Votre fonds Gemway Equity, alors qui est le flagship de la maison Gemway Assets, gagne 28% depuis le 1er janvier, c'est ce que j'ai vu ce matin. Ça a été quoi les moteurs de performance là pour sortir une perf quand même si tous les marchés ont bien payé cette année, vous faites quand même mieux que certains indices. On est très content bien sûr de la performance de cette année qui est tout à fait satisfaisante. Les grands moteurs, c'est surtout le choix de titre. On a quand même deux grosses positions sur Tencent et Alibaba. Alibaba, c'est notre première position, qui performe extrêmement bien. Alibaba depuis le début de l'année, Tencent plus récemment. Alors c'est vrai que Tencent était en retard jusqu'à il y a un mois. Depuis un mois, on monte quand même de près de 16%. Donc on rattrape assez rapidement le retard. Donc une très très belle performance des très grosses positions du fonds. Alors c'est vrai aussi pour Samsung, pour TSMC, les fonderies, les fondeurs des semi-conducteurs. Ouais. Samsung, vous connaissez bien sûr. Hynix aussi, qui est un des plus grands fabricants de DRAM, de mémoire, DRAM flash, deuxième au monde après Samsung. Là aussi une très très belle performance qui s'est accélérée en plus depuis quelques semaines. Donc clairement on bénéficie vraiment de ce choix de titre qui nous a été favorable. En termes de pays, on est très surpondéré sur le Brésil depuis très longtemps. Aujourd'hui, on a 15% du fonds sur le Brésil. C'est 2 fois la pondération de l'indice qui est autour de 7,5. Et avec des titres dans la consommation qui ont performé comme des titres Internet. Donc ça, c'est clairement une très très bonne chose. Même si le real, la devise brésilienne, a baissé contre dollar. En dépit de ça, même avec cette baisse, je veux dire, on performe très très bien. Et tout à fait récemment, là, on a un retour également des grandes banques brésiliennes, les banques privées brésiliennes, qui sont Bradesco et Itaú Unibanco, qui ont clairement eu des performances très décevantes en septembre, mais qui depuis octobre commencent à très bien performer. C'est à peu près à ce moment-là où on les a achetés. Le Brésil, ça reste une forte conviction. Il n'y a pas de raison que ça change. C'est quoi les catalyseurs demain là pour le marché brésilien sur le plan politique, sur le plan économique? Alors globalement, au niveau politique, c'est toujours un peu compliqué, on va dire, mais finalement la bourse est plutôt vraiment drivée par les éléments macroéconomiques et microéconomiques. Au niveau micro et macro, on a clairement un élément essentiel qui est la baisse extrêmement importante de l'inflation et des taux d'intérêt, quand même. Du jamais vu au Brésil, quand même, une inflation qui est autour de 3,5, 3,5, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. En tout cas, moi, dans ma carrière de géant, je n'ai jamais connu. Des taux d'intérêt à 4,5, là aussi, c'était extraordinaire. Bien sûr, ça change tout. Rappelez-vous, le Brésil, c'est plutôt des taux autour de 14, 12, à 2 chiffres, 14%. C'est ça. Quand on passe de ce genre de niveau à un niveau tout à fait normalisé, j'ai envie de dire, autour de 4%, c'est sûr que beaucoup de choses... fluidité, quoi. C'est plus facile. Il y a par ailleurs aussi une volonté très forte de la part du ministre de l'économie, Paulo Guedes, de privatiser, en gros de réduire le poids de l'État, de réduire Brasilia et d'augmenter le poids des entrepreneurs privés au Brésil. Et donc on a eu beaucoup d'activités à ce niveau-là. L'État se retire. BNDES, qui est une banque de développement étatique, vend des participations qu'elle n'a pas vraiment de raison d'avoir, entre autres termes. Donc on a connu vraiment une très forte augmentation
l'augmentation de ces banques durant l'ère Lula, on va dire, ou l'ère du PT. Depuis 2 ans maintenant, c'est plutôt le contraire, quoi. Et alors ça, quelque part, c'est négatif croissant, j'ai envie de dire. La croissance brésilienne n'est pas très forte depuis. On a l'impression que le Brésil va mieux depuis 3 ans, mais la croissance est à 0+. Hein. Alors, c'est parce que cette partie très étatique se retire. Et ça, en fait, c'est plutôt net positif pour le marché, notamment pour les marchés financiers. Aujourd'hui, on pense, nous, pour 2020, que la baisse des taux, elle est un peu derrière nous quand même. Bon, peut-être on pourrait avoir encore 25, peut-être 50 points de base, mais ce sera à peu près tout. Et que une bonne partie de ces banques, des banques étatiques, se sont déjà retirées, donc le delta sera moins important. Donc, on devrait avoir une croissance l'année prochaine plus forte. Je pense qu'on peut atteindre les 3% de croissance de croissance réelle au Brésil. Ce serait quelque chose d'assez exceptionnel quelque part. Hein. Donc, on va dire les investisseurs étrangers sont absents encore du marché. Hein. Ils ont même vendu. Hein. Et pourquoi? Enfin, est-ce que vous dites l'aspect politique, finalement, le marché est beaucoup plus focalisé sur des fondamentaux. L'aspect politique est un driver moins important. Ça a été un driver très fort quand même pour le Brésil. C'était même fondamental d'avoir cette lecture politique plutôt négative. Et malgré un Bolsonaro qu'on compare souvent à Donald Trump, c'est pas quelqu'un de très facile à appréhender, j'imagine, là aussi. Et quelque part, là, il y a une sorte d'erreur, parce qu'on n'est pas excité, bien évidemment, par le personnage ou par ce qu'il peut annoncer en termes purement politiques, mais de notre point de vue, c'est pas le sujet, tout simplement. Il ne faut pas se tromper de combat. Oui, exactement, il ne faut pas se tromper de combat. Alors, bien sûr, ce qui s'est passé en Amazonie cet été, là aussi, je pense que beaucoup d'étrangers se sont dit, oh là là, il vaut mieux en sortir. Là aussi, je trouve que c'est pas exactement la même chose. On investit dans des sociétés brésiliennes qui font des activités tout à fait respectables, quoi, et qui marchent très bien dans un environnement plus libéral, quoi. C'est aussi simple que ça. Hein, quand un pays très, très étatique devient un peu plus libéral, en général, il se passe de bonnes choses. Mais ça veut dire que si les investisseurs internationaux ne sont pas revenus, ça veut dire qu'il y a de la place peut-être justement pour voir revenir ces flux-là. C'est pour ça qu'on reste assez positif. En début de la hausse, de la très belle performance, et qu'un niveau de valorisation qui, pour certains titres, quand même être un peu élevé maintenant, quoi. On estime que certains titres, notamment les banques, qui sont plutôt en retard, elles se traitent à des niveaux qui nous paraissent intéressants, notamment au niveau de rendement, parce qu'on a des rendements de l'ordre de 5% sur dividendes aujourd'hui sur Bradesco, sur Itaú, ça nous paraît encore intéressant, quoi. Bon, un call confirmé sur le Brésil après déjà le pari 2019 que vous avez fait sur ce pays-là, et ça continue pour vous. Hein. Ça reste une forte conviction pour Game Equity. C'est pas la seule, hein, dans le monde émergent, bien sûr. Non, mais je voulais qu'on revienne sur la tech chinoise justement, Bruno. Tencent et Alibaba, c'est 2 de vos grosses positions. Est-ce qu'il y a un arbitrage favorable qui pourrait intéresser les investisseurs globaux de la tech chinoise par rapport à la tech américaine? On en parlait avec Grégory tout à l'heure, qui va être un des sujets de l'élection 2020 aux États-Unis, et pour la première fois, les GAFA vont goûter à la politique américaine. Exactement. Alors c'est vrai que pour ce qui est d'Alibaba et Tencent, pour ne pas les nommer, hein, bien sûr, on est dans un environnement qui est beaucoup moins politique, j'ai envie de dire. Alors peut-être que ça viendra, hein, bien sûr, parce que les problématiques sont les mêmes. On peut reprocher... Moins politique dans le sens où le pouvoir chinois n'a pas envie de casser ses entreprises. Non, il n'y a pas une... Il y a de la politique partout, j'imagine, quand même en Chine, y compris dans ses entreprises. Mais... Et c'est bien sûr important de l'avoir en tête à n'importe quel moment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas leur reprocher d'être relativement monopolistique aujourd'hui. Alors je ne veux pas dire qu'il y a un accord quelque part entre ces entreprises et l'État chinois. Ce serait sans doute difficile à expliquer en tout cas, et difficile à entrevoir. Mais globalement, c'est vrai qu'on n'est pas dans le même sujet, qui est le sujet qu'on pourra avoir aux États-Unis l'année prochaine. Donc elle pourrait effectivement bénéficier pour des grands investisseurs globaux, parce que, encore une fois, ce sont des capitalisations boursières extrêmement élevées. C'est tout à fait comparable, hein, bien sûr. C'est une alternative. C'est ça, en termes de liquidité, en termes de taille, en termes de poids. Alibaba, c'est quand même 560 milliards de dollars de capitaux boursières. Ça a été coté, vous le savez, à Hong Kong il y a quelques semaines, à un moment où, franchement, à Hong Kong, c'était pas facile de faire quoi que ce soit compte tenu des troubles, des manifestations politiques qu'il peut y avoir en ce moment. L'offre, l'IPO s'est très très bien passé, et j'ai envie de dire, il y a encore beaucoup d'acheteurs qui ne peuvent pas encore acheter Alibaba à Hong Kong. Ce sont les investisseurs chinois qui utilisent le Connect, vous savez, entre Shanghai et Hong Kong. Les investisseurs de Chine populaire peuvent
investir à Hong Kong via le Connect. Alibaba n'est pas encore sur le Connect, tout simplement parce que ça prend un certain nombre de semaines pour le faire. C'est purement technique, hein. C'est pas un sujet politique. C'est un système de connexion qui permet que le Connect de connecter ces bourses. Dans quelques semaines, simplement et pas avant, les Chinois de Chine populaire, les investisseurs, certains investisseurs, même si certains l'ont déjà fait par ailleurs, mais quand même pas mal d'investisseurs chinois, n'ont pas pu encore acheter Alibaba. Hein. Ce qui est assez quelque part délirant. Tout le monde connaît Alibaba en Chine, au même titre que tout le monde connaît Tencent. Tencent, ils l'ont acheté via le Connect, parce que Tencent est coté à Hong Kong. On estime à peu près entre 1,5-2% du capital de Tencent, qui encore une fois a une capitalisation boursière de l'ordre de 450 milliards de dollars. Environ 2% est détenu par des investisseurs de Chine populaire. Si on met 2%, à peu près le même poids sur Alibaba, on parle quand même de montants quand même pas négligeables. Et donc on est très confiant, même à court terme, sur le titre d'Alibaba. Est-ce que l'idée d'une négociation de phase 2, alors on a compris, la phase 1, on verra ce qu'il en est, mais c'était quand même très focalisé sur les produits agricoles, les produits de base et autres. On sent qu'il y a évidemment des sujets technologiques très importants entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que ça peut être un risque malgré tout? Alors peut-être plus ciblé, plus sectoriel, même peut-être plus entreprise par entreprise. Est-ce que c'est ce type de risque-là qui va être important pour vous à surveiller? D'une part, il faut quand même se dire, même si l'accord est un minima, il y a un accord. Donc c'est de fait, les marchés montent quand même. Ils ont monté un petit peu avant, ils montent encore derrière. Donc tout n'était pas dans les cours. Je veux dire, comme souvent certains investisseurs, certains observateurs le mentionnaient avant. Clairement, là, ce qu'on a acté quelque part, c'est que la situation ne devrait pas s'empirer. C'est déjà positif. Maintenant, l'aspect techno n'a pas été vraiment abordé dans cette phase 1. Elle le sera peut-être en phase 2. Ça reste à voir. Et c'est de toute façon un sujet qui ne va pas être simple. Clairement, la Chine a envie de devenir, et on ne peut pas lui reprocher, envie de devenir un leader techno mondial, ce qui fait partie de ses ambitions, et c'est des ambitions qui nous paraissent tout à fait légitimes compte tenu de la taille et du poids de la Chine. On ne pourra pas lui enlever ça. Bien sûr, ça gêne le leader actuel, ce qui est normal, le leader actuel étant les États-Unis. Mais mettre une forte prime de risque sur ces valeurs tech aujourd'hui, à ce stade, c'est compliqué. Clairement, c'est compliqué parce que celles qui seraient affectées par des mesures politiques drastiques, ce serait quasiment avant tout les sociétés américaines qui exportent beaucoup de technologies en Chine. Parce que c'est une chose de vouloir devenir un leader politique, c'est une autre chose de le devenir effectivement quand même. Et alors la Chine est très riche, elle met les moyens pour ça, mais ça se fait pas en 2 jours quand même. Et on voit bien même dans la fonderie de semi-conducteurs, SMIC, qui est une société chinoise, veut concurrencer UMC et TSMC. Elle est encore très très loin de TSMC, alors qu'elle a mis quand même beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement dans cette activité. Donc c'est très compliqué. Ça n'empêche pas qu'on a plutôt un sentiment que la Chine le sera à terme, mais que ce terme-là n'est pas tout à fait demain. Et donc tout ça va être assez compliqué. Il faudra faire bien sûr attention au cas par cas. Certaines sociétés américaines comme Qualcomm pourraient être affectées. Ouais, c'est ça. Certaines sociétés bien sûr chinoises le seraient également, ne pouvant pas importer des composants dont ils ont absolument besoin. Alors bien sûr la course aujourd'hui pour les grandes sociétés chinoises, la première d'entre elles bien sûr c'est Huawei, qui malheureusement n'est pas coté en bourse. Elle, l'État chinois lui dit il faut internaliser, il faut être indépendant. Il faut être indépendant. Oui, c'est ça. Alors ça nous donne quand même un certain nombre d'opportunités, pas simplement, en Chine, mais aussi ailleurs en Asie. Alors on peut estimer que Taïwan, la Corée ne sont pas complètement dans le giron américain. Elles ne sont pas non plus complètement dans le giron chinois, mais qu'aujourd'hui certaines sociétés de ces pays, notamment à Taïwan, comme une société comme Mediatek par exemple, qui est un concurrent de Qualcomm, devraient bénéficier fortement de la 5G. Pourront profiter effectivement de ce mouvement-là. Donc, mais encore une fois, c'est pas d'une simplicité énorme. Il faut vraiment travailler sur les dossiers avant du fine-tuning. Exactement. Merci beaucoup Bruno. Merci d'être venu nous voir pour nous parler de ces marchés émergents au terme de cette année 2019. Bruno Vanier qui était à mes côtés en studio, le président de Gemway.